Salut Internet. Un mois après le 19, voici l'heure du 7 minutes de faits surprenants numéro 20. Et on perd pas plus de temps, c'est parti. Voici une banane Gros Michel. Pendant des décennies, c'était la queen de la banane, avec déjà sa peau ultra épaisse qui était très pratique pour le transport, et surtout son goût sucré, fruité, tout ce qu'on aime. Elle a été produite en masse dans les Caraïbes et en Amérique du Sud et exportée partout sur la planète, jusque dans les années 1950 où la quasi-totalité des cultures de la banane Gros Michel ont été décimées à cause d'un champignon responsable de la maladie du Panama. Depuis, la variété Gros Michel a été remplacée par la variété Cavendish qu'on connaît tous, et finalement, il y en a très peu d'entre nous qui connaissent le goût de la Gros Michel. Et oui, je vous vois venir, je l'ai pas mis depuis longtemps, je ne peux pas ne pas mettre la photo de notre palmier national après un fait sur la banane de Gros Michel. L'animal national de l'Écosse est la licorne. Alors ok, c'est mythique, c'est joli une licorne, mais finalement c'est juste un cheval avec une corne sur le front. On dit aussi que seule une vierge peut les dompter. Et ouais, pour les Écossais, la licorne c'est le mélange parfait entre le pouvoir, la vie, la force, l'intrépidité, la pureté. Et si on remonte au Moyen-Âge, faut pas oublier que c'était pas considéré comme un animal mythique. Tout le monde pensait que c'était un vrai animal, juste un petit peu plus rare que les autres. Du faux crin de licorne, voire même mieux, une corne de narval qu'on faisait passer pour une corne de licorne, ça se vendait à des prix démentiels. Elise Waters, une historienne américaine, a trouvé que la licorne était considérée comme l'ennemi naturel du lion. Et de qui le lion est-il le symbole ? De l'Angleterre, les gars, justement, écossais contre Angleterre. C'est le roi écossais Robert Ier qui a choisi ce symbole dans les années 1300, exactement à la même époque qu'un des Williams les plus connus de l'histoire, après Shakespeare, le fils de Lady Di ou Prof 14. William Wallace. Ok, ce fait est un petit peu long, mais beaucoup trop cool. Il existe 7 types de jumeaux. Je vais vous les lister. Vous avez déjà les jumeaux identiques, ceux issus du même œuf fécondé, clairement les jumeaux qu'on a en tête quand on pense à des jumeaux. Vous avez les jumeaux fraternels, ce qu'on appelle parfois des faux jumeaux, où pour le coup ce sont deux œufs différents fécondés, donc les deux individus se ressemblent pas forcément. Il peut y avoir un garçon et une fille. Attention, ça va commencer à se compliquer. Il arrive que l'œuf fécondé se sépare un petit peu plus tard que pour des jumeaux identiques, et on se retrouve avec des jumeaux asymétriques, des jumeaux miroirs. L'un est droitier, l'autre est gaucher, et dans certains cas extrêmes, la position des organes d'un des jumeaux peut être inversée par rapport à l'autre. Il y a aussi les jumeaux semi-identiques. Là pour le coup, l'ovule se sépare avant la fécondation, et les deux parties sont donc fécondées par deux spermatozoïdes différents. Dans ce cas, les jumeaux ont donc 75% d'ADN en commun. On monte d'un niveau dans la stupéfaction. Il arrive parfois qu'une fécondation se passe alors qu'une grossesse est déjà en cours. On a donc des jumeaux, mais qui n'ont ni le même âge, ni le même stade d'évolution. Ça reste une situation très rare, apparemment il n'y a que 3 cas recensés, avérés dans le monde. Notre 6e cas de jumeaux arrive en cas de super fécondation. Clairement, c'est quand la maman a plusieurs amants et que chacun de ses ovules est fécondé par un partenaire différent. 2 enfants, 2 papas. Et enfin, les jumeaux chimériques. Alors là, pour le coup, c'est de la biologie pure et dure. En très gros, c'est quand 2 œufs fécondés avec des ADN bien distincts fusionnent en un seul. Naît alors un jumeau chimérique avec de l'ADN différent selon ses parties du corps. Il peut avoir un ADN pour la tête et un autre ADN pour le bras. C'est très spé quand même comme situation. L'information cool, mais un petit peu inutile quand même, le nom complet de Minnie Mouse est Minerva Minnie Mouse. C'est-à-dire que ces deux personnages portent le même prénom. Alerte à l'invention incroyable. Enfin, incroyable, pas forcément dans le bon sens du terme. Je te montre l'engin. Concrètement, il s'agit d'une invention qui permet à un salarié de se déplacer sans risque d'un point à l'autre de son entreprise. Une espèce de poste de travail mobile, finalement. Alors, ok, l'idée se respecte, pourquoi pas, mais ça ressemble quand même beaucoup à une cage. Je sais pas ce que vous en pensez. De quoi faire rêver n'importe quel employé. Je vais d'ailleurs tout de suite le proposer aux gens de mon équipe. Tiens, on va voir ce qu'ils en pensent. C'est faux, évidemment. On continue la vidéo, les gars. C'était une blague, c'était de l'humour Doc Seven. Celui-là est tout simplement génial. Selon une théorie récente du critique d'art américain Kelly Grovier, cette toile de Titien, qui est censée raconter un coup de foudre, dissimulerait en fait un prout.
Je peux pas rester sérieux. Mais si, je vais vous montrer. Si on porte le regard sur le sol où se trouve Bacchus, qu'on regarde sous le satyre en gros, on voit une petite fleur blanche. Eh bien ça, c'est une fleur de caprier commun. Un remède connu depuis l'Antiquité contre, disons, les flatulences excessives. Et si à ça tu ajoutes le bond que fait Bacchus en dehors de son char, non mais regardez le visage du satyre. On a l'impression qu'il regarde le peintre en mode sors-moi de là s'il te plaît Titius. Ça sent pas bon. J'aime beaucoup trop cette théorie. Nakano Takeko est une Onna Bugeisha, une combattante japonaise. Et plus exceptionnelle encore, c'est une combattante qui, pendant la guerre de Boshin, littéralement la guerre du dragon, a mené au combat un groupe de femmes, groupe qui prendra par la suite le nom de l'armée des femmes. La fin de cet événement est malheureusement tragique pour elle. Elle se prend une balle et, de peur de se faire capturer, Nakano demande à sa sœur Yuko de l'achever en la décapitant. C'est radical quand même comme méthode de suicide assisté. Prépare-toi parce que celui-là, il va te retourner le cerveau. Si tu prends un chiffre ou un nombre et que tu le divises par le plus beau de tous les chiffres, par le 7, évidemment, tu auras comme résultat quelque chose, puis une virgule, et après cette virgule, une suite de 6 chiffres qui se répètent à l'infini. C'est totalement fou. Par exemple, 1 divisé par 7, 2 divisé par 7, 9 divisé par 7. Et je vous vois venir en commentaire, je commence à vous connaître maintenant. Évidemment, ça ne marche pas si on essaie de diviser un multiple de 7. Et puisqu'on fait un peu de maths, je t'en donne un autre. Si tu prends un nombre à 2 chiffres, sauf 99, et que justement, tu le divises par 99, tu obtiendras forcément 0, le nombre que tu as choisi qui se répète à l'infini. J'adore ce genre de fait, moi ça m'éclate le cerveau, mais ce que j'aimerais encore plus, c'est comprendre la logique derrière ça. Il y a forcément une explication mathématique, rationnelle. Si parmi vous, il y a des matheux qui sauraient expliquer ça avec des termes simples, je vous attends en commentaire, ça m'intéresse. Est-ce que tu t'ennuies aujourd'hui? Alors, pour tous ceux qui ont répondu oui, déjà, non, vous pouvez pas vous ennuyer puisque vous regardez une vidéo de Doc7. Mais d'ailleurs, c'est quoi exactement un jour ennuyeux? Et surtout, est-ce qu'on serait capable de savoir quel est le jour le plus ennuyeux qu'il y a eu dans l'histoire? Eh bien, un mec a voulu répondre à cette question. Il a créé un algorithme qui scanne jusqu'à 300 millions d'informations par jour et lui a dit « Regarde depuis les années 50 jusqu'à maintenant, scanne toutes les informations, regarde toutes les news, tout. Trouve-nous le jour le plus ennuyant de ces 70 dernières années. » Verdict, le dimanche 11 avril 1954 est un jour où il s'est vraiment pas passé grand-chose dans le monde. Il y a bien eu la naissance du scientifique turc Abdullah Atalar, il y a eu aussi des élections en Belgique, mais à part ça, il semblerait bien que ce soit le jour le plus inintéressant de l'histoire. Et là, j'ai une question philosophique. Si c'est le jour le moins intéressant de l'histoire, le moins particulier, il devient particulier paradoxalement. Et c'est déjà la fin de la vidéo, mais pas de panique, vous avez vu que le rythme a repris. Dès la semaine prochaine, une nouvelle vidéo pour satisfaire votre désir de curiosité. Pour ceux qui sont encore là, j'ai une petite question à vous poser. Je réfléchis à mettre en place, vous savez, le petit bouton soutenir ou rejoindre la chaîne qui est juste à côté du bouton s'abonner de certaines chaînes. Concrètement, c'est un bouton qui permet à ceux qui le veulent de soutenir un petit peu financièrement la chaîne. Et en échange, moi je voudrais proposer quelques contreparties, donc n'hésitez pas, si vous avez des idées, en commentaire. Je sais pas, ce qui me vient tout de suite en tête, ce serait par exemple de vous proposer en avance les vidéos qui sortent. Au lieu de les voir le samedi, peut-être que les gens qui ont cliqué sur le bouton rejoindre peuvent les voir 2-3 jours avant, le jeudi, le mercredi, je sais pas. Peut-être qu'on peut mettre en place aussi un système de badge pour se reconnaître entre vous dans les commentaires. Enfin voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous aimeriez. Et puis je fais pas plus long, hein. Moi je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Salut Internet!